matin, on va parler de violence et de jeux de rôle avec deux intervenants qui vont peut-être pouvoir se présenter. Guillaume, je vais commencer. Ça ne dérange pas, ok. Donc, je m'appelle Christine Calais. Moi, ça fait une dizaine d'années que je fais du théâtre d'improvisation et puis après, je me suis mis aussi au jeu de rôle grandeur nature. Et quand j'étais plus jeune aussi, adolescente, j'ai fait du jeu de rôle sur table. Donc en théâtre d'impro, j'ai créé des spectacles, j'ai fait pas mal de choses avec deux troupes à Paris. Et depuis 2018, en fait, j'ai voulu créer ProÉgal. Donc ProÉgal, c'est du conseil, de la communication, de la sensibilisation et de la formation à l'égalité femmes-hommes, la diversité et l'inclusion. Et je peux intervenir à la fois en milieu scolaire. Jusqu'ici, je suis surtout intervenue dans le supérieur et dans les entreprises, mais je vais bientôt aussi intervenir en primaire. Voilà. Guillaume, à toi. Très intéressant. Moi, c'est Guillaume Faure. Du coup, je suis intervenant socio-éducatif auprès de foyers de jeunes en difficulté, sur Paris notamment, où j'utilise le jeu de rôle et l'escrime ludique afin de défaire des comportements pervers et justement amener vers vers plus de coopération ou de négociation. J'ai effectivement aussi un passé comme toi dans le jeu de rôle et le grandeur nature, même toujours d'actualité en fait. Et aussi dans le théâtre parisien. Donc on a un cursus assez similaire en fait. Voilà. Et j'interviens aussi en tant qu'administrateur pour la FEDEGEN, la Fédération des jeux de rôle grandeur nature, où les thématiques de sécurité émotionnelle sont particulièrement présentes en ce moment. Donc, ça peut être intéressant aussi de voir après ce qu'il est possible de faire ensemble. Effectivement, oui, dans le cadre de ProÉgal, en fait, j'utilise toutes des méthodes interactives et ludiques, donc notamment le jeu de rôle ou les mises en situation. Alors la différence, c'est que le jeu de rôle, tu joues un rôle qui n'est pas toi. La mise en situation, c'est toi, mais dans une situation particulière. Donc, j'utilise ça, mais également d'autres jeux et aussi beaucoup l'image parce que je suis photographe. Donc, j'ai fait toute une série de photos sur les stéréotypes femmes-hommes dans la vie quotidienne. Sur l'entreprise, sur le couple et sur les familles. Voilà. Donc, tous ces outils me permettent d'avancer. Et puis, voilà, maintenant on est présenté. Peut-être qu'on va passer au sujet. Et peut-être, Guillaume, on peut dire alors, comment vous voulez faire, vous, pour intervenir? Est-ce que vous voulez lever la main si jamais... Moi, il n'y a pas de souci pour que ça soit vraiment interactif et que vous interveniez, Torquemada, John, Stéphane, Élise et Asgard, quand vous voulez, quoi. On n'a pas la science infuse non plus. Et puis, soit pour poser des questions, soit pour témoigner. Voilà, donc soit par le chat, soit pour ceux qui ont la caméra devant la main, je pense qu'il y a aussi un truc... lever la main. Il y a un outil réaction oui, que vous pouvez utiliser Ouais. pour lever la main. Si Okay. ça vous... C'est optique. Donc, moi, Guillaume, j'ai envie de te demander justement en tant que travailleur social, comment t'en es venu à utiliser le jeu de rôle et peut-être donner des exemples et quelques résultats. Bonne piste, ça c'est un bon début. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai, on tombe pas forcément par hasard là-dedans. Moi, ça a été on va dire une révélation quelque part. J'étais en première année de psychologie à Aix-en-Provence et j'avais décidé de monter une association avec deux autres amis rôlistes en psycho pour tenter de faire du jeu de rôle avec des jeunes en difficulté. C'était un centre ITEP à l'époque, Institut thérapeutique, éducatif et psychologique. Et en fait, ça a super bien marché. C'est-à-dire, j'ai vraiment j'ai eu le cas typique du grand garçon plus grand que toi à l'époque, alors que tu as 18 ans, 19 ans, tu vois,
Lui, il avait que 17 ans, mais il faisait une tête de plus que toi, il était vachement baraque. Et il était avec ses autres camarades à la table et il tambourinait leur épaule, il les intimidait, il était dans des comportements de violence. Et c'était un jeu de rôle médiéval fantastique assez classique où on arrivait sur la phase finale où ils arrivaient face aux démons en fait, qu'ils allaient combattre. Et là, j'ai réussi à capter son attention avec les techniques d'un maître de jeu pour le mettre dans l'action et à révéler le défi en fait. Et à ce moment-là, il a commencé à vraiment se transformer. En fait, j'ai réussi à amener la violence qu'il avait hors jeu dans le jeu et à bien faire la distinction en fait quelque part. À ce moment-là, il s'est transformé en leader quelque part et il a commencé à organiser ses camarades dans une forme de coopération pour aller exploser et vaincre l'ennemi. Au moment de la victoire, effectivement, j'ai vu sur son visage et sur son corps, dans sa manière de se relâcher dans sa chaise, une véritable libération en fait. Tout simplement, il avait obtenu une victoire et dans ce genre de milieu, on a tendance à ne connaître surtout que des défaites. Et du coup, ça l'a complètement défoncé, quoi. Quelque part, ça lui a fait l'effet d'une drogue. À ce moment-là, quelques dizaines de minutes après, quand j'ai débriefé avec ses éducateurs, il est venu vers moi, il m'a tendu une main et il m'a dit merci beaucoup. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit qu'il y avait un truc à faire. C'était il y a 13-14 ans, c'est comme ça. Et c'est que très récemment, c'est-à-dire il y a 3 ans, que j'ai vraiment passé le pas et que là, j'en ai en fait une activité professionnelle régulière sur Paris. D'accord. Ok. Pour donner l'exemple, voilà. Et donc là, depuis 3-4 ans, ça se passe comment, justement? Est-ce que tu as un peu, je dirais, standardisé, industrialisé la méthode et puis est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu as des résultats? Tout à fait. Je fais ma manière de fonctionner, c'est par des séances de 3 heures. J'interviens souvent avec un public régulier, même si faut s'adapter. Hein. C'est jamais évident de travailler avec des jeunes en difficulté. Des fois, il y a la motivation qui rentre en jeu, il y a des imprévus, donc il faut être assez souple en vérité sur sa capacité à s'adapter, à adapter son scénario. Mais c'est vrai que je pars sur je mixe en fait le jeu de rôle sur table et l'escrime ludique, parce qu'il y a aussi un côté activité physique et coopérative que je mets en avant. Et en gros, la séance, elle se construit on s'installe, on a créé les personnages en amont. C'est important le côté où ils s'immergent dans leurs personnages, où ils peuvent se l'approprier en fait. Et ensuite, on leur fait vivre donc une aventure et des interactions comme tout bon rôliste pourrait s'imaginer. Sauf qu'on va quand même axer sur des détails, comme la différence entre le hors-jeu et le en-jeu, qui est importante, l'appropriation le respect des règles du jeu, c'est-à-dire avec son personnage, on peut tricher, on peut prendre des substances, de la drogue, mais c'est dans le jeu, on fait la différence. Et on va en fait axer sur la transformation des comportements d'intimidation ou de violence en comportements de négociation et de coopération. Voilà. Et le déclenchement de victoires personnelles ou collectives, l'acceptation aussi de l'échec et de l'expérience qu'on peut en tirer. Bref, c'est souvent des choses auxquelles ils n'ont pas accès en fait dans leur quotidien et dans leur réalité. Et est-ce que tu fais après le jeu de rôle, moi ce que j'aime bien faire quand je fais des jeux de rôle, c'est des débriefings. Parce que là aussi, déjà, alors parfois moi je sais que j'interviens devant, je vous dis donc adultes ou jeunes adultes souvent, tout le monde ne joue pas pour une question de temps. Est-ce que toi déjà tout le monde peut jouer? C'est vraiment des tout petits groupes? Oui, j'ai la chance d'intervenir avec un groupe de maximum 6 personnes. Et 6, c'est déjà beaucoup.
Donc, c'est sur ce type d'activité. Oui, il y a une petite phase d'intro. Bien sûr, je vais leur demander comment ils vont, ce qu'ils ont vécu dans la semaine. Je suis bien en lien avec l'équipe pédagogique du foyer, du centre dans lequel j'interviens, ce qui est important parce que les conditions peuvent changer pour eux. Ils peuvent avoir eu un accident ou un problème dans la semaine qui va impacter pendant le jeu et ça évite de faire de la mauvaise interprétation en fait de ce qui va se passer. Et effectivement, le débrief est important pour savoir ensuite calibrer pour les prochaines séances ce qui va pas. Et ce que je fais aussi, qui est assez important, c'est un débrief écrit pour le reste de l'équipe pédagogique. Et j'ai la chance, du coup, de pouvoir l'envoyer à 2 psychologues pour vérifier mon travail, en fait, derrière, que je fasse pas trop de bêtises. C'est le petit côté... comme c'est assez subtil, je fais pas du thérapeutique, je fais de l'éducatif. Donc, je ne prétends pas soigner, mais je prétends quand même enrichir et donner des clés de culture ou de comportement desquels ils peuvent se saisir. Donc oui, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire le côté brief, débrief, très important, même dans le jeu de rôle ou dans le grandeur nature, je pense que c'est une très bonne clé. Moi, ce que je fais, c'est aussi comme face à des publics qui n'ont pas forcément l'habitude du jeu de rôle. Donc effectivement, il y a effectivement les consignes, mais avant, moi, je leur fais faire quelques exercices d'échauffement de théâtre d'impro. Alors déjà pour le corps, donc ça va être des choses très corporelles au tout début. Et puis en règle générale, tout le monde se détend et ça fait rire tout le monde. Là, tout le monde participe, hein, même si on y va 25 ou même 40, je crois, une fois on était dans la salle. Ça fonctionne bien. Ensuite, il y a effectivement une chose tout simplement assez narrative pour éviter tous les refus de jeu. C'est un petit exercice qui s'appelle le oui et. On se met par deux. Et il y en a un, il commence une histoire, et là, toi, tu es obligé de continuer l'histoire toujours en disant oui et. Donc, tu es obligé d'accepter ce qui se passe. Et puis, effectivement, après, le rappel des consignes. Et comme moi, je vous dis, même ceux qui ne jouent pas pendant la scène, l'idée, moi, j'ai construit pas mal le scénette sur l'égalité femmes-hommes, mais il peut y avoir des cas de violence, il peut y avoir des scénettes sur le harcèlement sexuel, sur des agissements sexistes. L'idée, c'est qu'il y ait des observateurs aussi. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui observe. Parfois aussi également, je viens aussi avec des acteurs qui vont jouer le rôle des bad guys pour essayer, ça dépend du public, mais pour justement que les gens se sentent pas mal à l'aise, quoi. Le gros pervers qui n'est pas forcément pervers d'ailleurs, hein, mais qui veut exercer sa domination par du harcèlement moral ou sexuel, voilà. C'est pas forcément évident à jouer. Mais après, ça dépend des groupes. Hein. Il y en a, ils veulent les jouer et tout. Donc, puis ça dépend si je viens avec l'acteur. Parfois, je joue aussi. Si je joue pas, j'observe beaucoup et je demande toujours à des gens d'observer et ça aide ensuite pour le débrief. Et puis, dans le débrief, on peut aussi parler du ressenti et l'idée, c'est de voir quelles sont les bonnes réactions qu'on peut avoir face à ce genre de comportement et de situation. Et vraiment, ouais, moi, je prends pas mal de part au débriefing. Je trouve que c'est très important que les gens ils aient des clés, et voilà. Ouais, complètement. C'est hyper intéressant ce côté théâtre d'impro. Ça me fait un peu penser aux constellations familiales. Je sais pas si tu vois. Je vois pas, non. Ouais. Où en fait, c'est une forme de thérapie, justement, je trouve, qui est très en rapport avec le jeu de rôle, où il y a une personne qui va en fait représenter des scènes de son passé et qui va faire jouer les rôles aux personnes présentes. Et en fait, du coup, va incarner le père, la mère, le frère et sœur, les oncles, etc. Ça peut être n'importe quel type de scène. Et ce qui est assez impressionnant, c'est de voir dans ces constellations familiales que les gens s'approprient très bien les rôles et en fait font ressortir des choses que même la personne en question n'avait pas forcément vues.
Ça crée des prises de conscience par l'interprétation d'un rôle. Ça ressemble. Et je pense que c'est finalement l'une des premières thérapies qui ressemble à du jeu de rôle euh, dans le style. Comme quoi, c'est pas si jeune, hein, en fait, l'utilisation du jeu de rôle dans l'éducatif et le thérapeutique. Et est-ce que vous avez des questions là, ou des commentaires, des remarques, des témoignages, ceux qui se sont inscrits? Alors moi, j'ai une question. Ouais. Ça fait quelques temps que vous le faites. Du coup, vous avez constaté un changement au fur et à mesure dans les thématiques que vous accompagnez, dans la façon dont ça réagit en face, dans ce genre de choses? Par rapport à notre public, Oui, c'est ça, oui. Bah, par rapport à votre pratique aussi, mais aussi enfin, c'est un peu lié en fait les deux. bah, moi, ce que je répondrais, c'est que alors, il y a plusieurs objectifs avec le public auprès duquel j'interviens, principalement. Donc, ce sont des jeunes qui sont souvent soit métissés, soit qui viennent d'autres pays et qui sont dans la réinsertion, soit qui sont en rupture familiale. Euh, Disons qu'il y a beaucoup aussi des thématiques de religion qui existent. Euh, donc, on va dire que c'est les publics les plus fragiles en matière d'endoctrinement et de fanatisme religieux. Ce qu'on peut observer déjà, c'est au fur et à mesure une ouverture culturelle. J'essaie de faire à chaque fois que mes thématiques de jeu de rôle touchent à l'histoire. Par exemple, on va revisiter la Reconquista en Espagne ou les cités-États en Italie. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ils vont enrichir lentement et obtenir des références, en fait, des références geeks, on va dire, assez souvent ou historiques. Et ils vont en discuter entre eux, en dehors de la séance, ce qui est assez intéressant. Et on arrive à faire de la réinsertion professionnelle, notamment par le côté théâtral, donc dans la qualité de l'expression et dans l'amélioration des rapports qu'ils peuvent avoir les uns envers les autres. Ça marche pas avec tout le monde, hein. Mais on va dire que je l'observe sur 2 tiers des participants, ce qui est déjà une grosse victoire, je trouve. Bah, effectivement, on arrive à obtenir de la réinsertion et de l'amélioration des comportements. Et quand ça arrive, bah, c'est des grosses victoires, en fait. Je sais pas si je réponds pile dans ta question. Mais... Ouais, il n'y avait pas de bonne réponse attendue, donc du coup. Et Christine, peut-être. Alors, ouais, moi, je suis plus sur des actions assez courtes, hein, en fait. Moi, ce qu'on me demande, c'est surtout la sensibilisation. Donc, c'est souvent de la prise de conscience. Moi, ce que je peux remarquer, c'est que c'est plus facile avec les jeunes qu'avec les adultes. Voilà, les adultes, bah, plus tu es adulte et plus c'est ancré. Et bah, c'est un peu, je dirais pas c'est le 80-20, quoi. Alors, comme j'interviens beaucoup sur l'égalité femmes-hommes et les discriminations de genre, bah, j'ai remarqué que les femmes sont quand même plus, voilà, plus au courant entre guillemets, des bonnes pratiques. Mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes le sont. Et je dirais, il y a toujours le petit, voilà, c'est-à-dire que il y a le 15-20% qui sait déjà en gros ce qu'on doit faire, mais en tout cas, ils sont contents d'être là parce que c'est ludique et tout. Il y a le 75%, là, le 80-20%. Eux, c'est un peu voilà, eux qu'on va vraiment sensibiliser. Et puis, il peut y avoir quelques personnes où, voilà, la réaction, surtout chez les adultes, hein, plus que sur les jeunes, c'est ah bah si on peut plus rigoler là, c'était un truc sur le harcèlement, voilà, ça on n'a plus le droit, bah non, dans la loi c'est interdit, même voilà. Je parlais aussi du harcèlement environnemental, des petites blagues à machine à café très lourdes et très sexistes, ou ne serait-ce que de laisser son écran de veille avec un truc un peu pornographique par exemple, voilà, parce que c'est drôle, mais en fait c'est pas drôle pour tout le monde, quoi. Donc, il y a ce genre de choses, mais globalement, en tout cas, bah voilà, et je dis plus c'est jeune et plus ils ont envie de faire des choses et plus ils ont envie, voilà, de changer la société. Après, les adultes sont pas irrécupérables, hein, c'est pas ce que je dis, mais et au contraire. En fait, mais le plus dur, c'est vraiment à chaque fois, c'est de désancrer les stéréotypes qu'on a tous en nous, hein. Moi, j'ai fait ce travail-là aussi.
J'en parlais encore à une connaissance qui m'a dit bah, c'est vrai qu'avec toi, maintenant, je fais plus de blagues lourdes, et en général, quoi, et qu'avant, ils ne se rendaient pas compte que, voilà, de l'impact que ça pouvait avoir. Euh, donc voilà, plus on fait de la sensibilisation et par le jeu, en fait, ce qui est bien, en fait, quand c'est ludique, c'est que, en fait, c'est un peu comme on revient un peu comme quand on était enfant et par le jeu. Et en fait, on suscite l'intelligence émotionnelle. Et il y a des études qui ont prouvé que l'intelligence émotionnelle, ben, ça renforce aussi la mémorisation. Et le fait est, moi, en fait, je me suis demandé, puisque j'allais à pas mal de conférences sur l'égalité femmes-hommes et tout, ben, pendant un certain temps, plusieurs années et tout, avant de lancer ma... Et je me disais, mais déjà, à chaque fois, il y a 95% de femmes. Il y a une seule fois où il y a eu presque une moitié d'hommes, c'est quand c'est un bouquin qui a été écrit par des hommes sur le sujet, c'est tout, donc ils ont invité leurs potes. Mais sinon, c'est 90-95% de femmes. Et globalement, bah, c'était très, voilà, on va dire, alors l'écart de, c'était très doctrinal, enfin je dirais, et voilà, donc on va te balancer des chiffres dont la moitié tu ne te souviens pas à la fin de la conférence, surtout si tu ne te sens pas concerné. Et donc, c'est pour ça, moi, je me suis mis au jeu pour faire quelque chose de différent. Et bah, moi, à chaque fois, c'est mixte. Et ça marche bien avec les hommes. Et ce que je fais, même quand c'est des trucs pas forcément du jeu de rôle, par exemple, les quiz, je les fais toujours en sous-groupe mixte. Et je leur laisse bien le temps de discuter et tout. Donc là, ça permet aussi de faire des notions un peu plus aussi, parfois juridiques sur le harcèlement. Voilà, je le fais par le quiz. Mais je ne vais pas leur balancer des slides avec les choses. Et le jeu de rôle après, ou avant, après ça dépend lors de la séance, ça permet d'ancrer émotionnellement. Voilà. Clairement, ça me fait penser à une étude en psychologie où imaginer une scène, en fait, ça apporte tout de même un tiers du potentiel électrique, en fait, qui se produit quand juste on fait l'action. C'est-à-dire que les grands sportifs, par exemple les skieurs, quand ils se mettent en position fétale avant de faire la descente d'une piste et qu'ils la revisualisent, en fait, ça leur apporte énormément d'XP. Eh bien, je pense que c'est à peu près la même chose quand on fait du jeu de rôle. On a la capacité à travers, enfin, selon la manière dont c'est fait et la richesse des informations qu'on peut y produire, mais on a vraiment la capacité de prendre des connaissances et des compétences via son avatar quelque part pour d'autres situations. Je me souviendrai toujours de cette partie de Pavillon Noir où j'ai incarné un pirate, hein, enfin un corsaire pour le coup, qui était maîtrisé par un historien du côté de Marseille. On était tellement pris dans le feu de la grenaille que c'était beaucoup plus réaliste quelque part pour moi que les séries qu'on peut voir, telles que Black Flag, qui sont pourtant des très bonnes séries, déjà à cette époque-là, avant Black Flag, on peut se dire qu'on n'a pas envie d'être à cette époque-là pris dans le feu entre deux navires, quoi. Et je pense que ça peut développer des comportements de faire ça, comme du jeu de simulation, en fait, de l'entraînement à des situations. Et ouais, je te rejoins beaucoup sur un point, c'est le côté se défaire des comportements pervers qui nous sont issus, soit de la part de notre famille, soit de la part de notre environnement quand on est jeune, en fait, et dont on ne se rend pas compte, qui peuvent être basés sur l'intimidation, la violence, par exemple, à plein d'autres. Le harcèlement, toi, t'en parlais beaucoup. Eh bien, se défaire de ça pour plus rentrer dans de la coopération, de la négociation, ouais, via le jeu de rôle, je trouve que c'est un outil formidable pour y arriver. Alors, ce qui est intéressant, moi j'ai un peu cherché ce qui se faisait aussi dans les écoles primaires et secondaires. Et il y a un jeu qui marche bien, qui a été développé par un psychiatre, mais il n'a pas une visée thérapeutique, il a vraiment une visée éducative. Donc, je peux un peu vous en parler, parce qu'en plus, il y a eu des résultats, parce que ça fait une quinzaine d'années qu'il est mis en place en France et en Belgique. C'est le Dixit.
Non, c'est le jeu des 3 figures, hein, et c'était fait par Serge Tisseron, donc un psychiatre, Ok. donc il a conçu. Il a même écrit un petit livre qu'on peut trouver en PDF dessus si ça intéresse du monde. Donc vous tapez jeu des 3 figures, Serge Tisseron. Donc c'est un jeu éducatif, c'est à la fois pour développer l'empathie et diminuer la violence entre les élèves. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut intervenir. Ce jeu, il le fait dès la 2e année de maternelle. J'ai vu, il y a eu des cas, donc pouvoir la 3e année et jusqu'à la 6e. Donc l'idée, c'est de changer de perspective. Donc je pense qu'il dit quelque chose on est tous d'accord, c'est que le jeu de rôle, il va agir sur les représentations. Et l'idée, c'est quoi les objectifs? C'est de dédramatiser des postures vécues comme dangereuses, parce qu'en fait, il y a le fameux triangle de Karpman, agresseur, victime, témoin, et témoin qui peut être potentiellement sauveur. Donc, on va jouer là-dessus. Et donc, donner des repères. Ça permet de sensibiliser sur les conséquences émotionnelles en fait de ce qu'on peut faire sans s'en rendre compte, surtout à cet âge-là, quoi. Donc concrètement, ça se passe comment? Alors je vais résumer. Hein. Donc il va donner, comme ça, il va vraiment insister. Il y a toute une partie consigne. Et il y a toute une partie également construction de l'histoire. L'histoire elle va être faite avant et après les enfants font jouer. Et le plus important, c'est si vous jouez, donc déjà tout le monde n'a pas forcément joué, mais on est quand même en demi-classe pour que tout le monde puisse jouer s'il veut, c'est que tu joues à la fois les 3 rôles, c'est-à-dire tu vas faire 3 fois la scénette, donc la même histoire, et à chaque fois dans un rôle différent. Donc le rôle de l'agresseur, le rôle de la victime et le rôle du témoin qui peut être sauveur. Donc après ça, c'est assez variable sur les histoires qui sont construites. Donc ça peut être pas forcément d'ailleurs. Là hier, moi aussi, pour préparer cette conférence, j'ai parlé à une psychologue et puis aussi c'est une fille qui écrit et qui organise des jeux de rôle. Je ne sais plus ce que je vous... J'ai un trou de mémoire sur ce qu'elles m'ont dit. Mais donc, en fait, je reviens sur le jeu de Serge Tisseron. Ouais. C'est que donc, on joue les 3 rôles dans une histoire. Oui, voilà, c'est qu'on n'est pas obligé de faire... voilà, c'est pas forcément une violence à l'école. Ça peut être avec des crocodiles, ça peut être avec des chiens, tout ça. Et ce qu'on disait hier à la discussion, c'est que ça, le fait de jouer des objets, ou des animaux, déjà, ça permet un peu d'être plus extérieur et de rentrer plus facilement dans le jeu de rôle. Donc après, ça va dépendre de chaque... là, j'ai vu que plutôt au niveau 6e, il le faisait direct et puis ça dépend des classes, avec c'est une agression en milieu scolaire. Sur les plus petits, ça va être des crocodiles, des chiens ou des choses comme ça. Mais bon, ça permet de rentrer plus facilement là-dedans. Mais ce qu'ils ont en fait, et la conclusion que ça, c'est que les enfants agressifs qui restent en fait dans une posture agressive, ce qu'ils veulent surtout pas, c'est être victime en fait, et donc ils préfèrent être dans le rôle de l'agresseur en temps normal. Et là, ce jeu de rôle, c'est une occasion de se réconcilier avec cette moitié d'eux-mêmes qu'ils ont voulu ignorer. Et qu'ils ont voulu ignorer en restant toujours dans la même posture. Donc, voilà, c'est de dire que c'est possible d'imaginer, évidemment, il y a le faire semblant qui est très important. On va pas, s'il y a l'histoire d'un harcèlement scolaire avec de la violence, on ne va pas taper en vrai. Hein, donc, d'où l'idée quand même des consignes très détaillées au départ. Donc, c'est possible d'imaginer qu'on puisse être agressé ou contraint à faire quelque chose qu'on ne veut pas. Mais là, cette chose-là aussi, ça va leur permettre, le jour où ça leur arrive, de mieux réagir. Et donc, dans les résultats, j'ai vu qu'il a été évalué en 2007 et 2008 en maternelle, en 2016-2017 en élémentaire. Ça, c'est quand il y a eu des études. Ça n'a pas empêché que le jeu soit fait par ailleurs. Donc, plus de 50 000 élèves l'ont fait. Et donc, le fait est que... après ça, dans une situation de base, ils se sont aperçus que les enfants limitaient beaucoup leur rôle d'agresseur. Donc, à l'issue de l'expérience, la première, donc ils ont testé.
Sur 100 enfants qui s'identifiaient à un agresseur ou à une victime avant l'expérience, seulement 8 conservaient cette posture pour ceux qui avaient bénéficié du jeu de rôle, contre 38 pour ceux qui n'en avaient pas bénéficié. Évidemment, il y a eu un groupe témoin. C'est radical. Ouais, voilà. Par ailleurs, les enfants qui avaient bénéficié du jeu de rôle étaient 2 fois plus nombreux à adopter la posture craintive ou de fuite afin d'éviter d'entrer dans l'affrontement. Donc, et vraiment, là, le psychiatre, il dit c'est pas une thérapie, c'est vraiment à visée éducative pour le comportement. Le harcèlement scolaire, moi, je sais, dans mon entourage, je connais des petites filles à l'école qui sont fait frapper. Et le pire, c'est l'histoire de la victime qui elle-même, ensuite, après, est prise en défaut. C'est-à-dire c'est une petite fille que je connais qui a parlé au nom de toutes ses amies et d'elle-même. Et c'est elle qui était un peu, c'est elle qui a dû se justifier devant le proviseur. Vous voyez que c'était vrai ce qu'elle racontait et tout. Alors évidemment, les parents de l'agresseur, oh mais ma petite chair blonde, c'est pas possible, il frappe personne. Mais sauf que quand tu le croises au square, à quoi il joue avec son père? Il joue à se frapper. Voilà, donc ils s'en rendent même pas compte en plus les parents que non, ils se transmettent ça. Mieux pas, ils transmettent sans le savoir. Et en plus après, bon, à la limite il y a ça, mais après le jour où on leur dit, il y a un moment, il faut quand même qu'il y ait une prise de conscience qui se fasse. C'est ça. Ouais, c'est fascinant. Très intéressant le jeu des 3 figures. Je vais vraiment me pencher dessus. Parce que moi, typiquement, dans ma pratique, je suis assez à l'aise avec les adolescents, mais j'ai des demandes pour les plus jeunes. Et les plus jeunes, faut y aller avec plus de pincettes. Moi, c'est moins mon domaine. J'ai déjà travaillé en animation avec, mais je pense que c'est hyper intéressant. Et les résultats et la manière dont on peut propager aussi ce genre de méthode, c'est assez impressionnant. Ça a l'air d'avoir un impact quantifiable et vaste. Je vois même que c'est assez intéressant sur le site. Ils disent qu'ils font partie de la Fédération des petits laboratoires d'empathie. Je trouve ça mignon et intéressant. Je vais m'en renseigner. Mais ouais, l'empathie, effectivement, je pense que dans notre passion ludique, il y a beaucoup de... on est obligé de se mettre à la place d'un personnage pour l'interpréter, donc de simuler beaucoup de choses. Et donc l'empathie rentre beaucoup en jeu. Même dans le jeu de rôle grandeur nature, je trouve que il y a un type de population généralement un peu plus empathe que dans d'autres milieux. Je pense que ça va aussi pour le milieu du spectacle de manière générale. Il y a beaucoup de ça. On va dire qu'on utilise plus nos neurones miroirs peut-être que d'autres professions ou passions. Merci à Torquemada de nous avoir mis le lien dans le chat. Bon, je vais leur poser la question à l'oral, pardon, je l'avais posé à l'écrit. Est-ce que vous expliquez les comportements problématiques auxquels les gens vont devoir faire attention en jouant, ou est-ce que du coup vous les laissez jouer et vous prenez le temps après de pointer les éléments qui auraient dû être faits autrement, entre grosses guillemets bien sûr? Vas-y Guillaume, si tu veux. Alors moi, ce que je vais te répondre là-dessus, Asgard, c'est qu'en fait, le jeu de rôle avec des jeunes, c'est plus justement l'occasion pour eux de s'exprimer aussi beaucoup. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il y a des comportements qui pourraient être considérés comme problématiques de la part d'une partie de l'équipe pédagogique, comme par exemple le fait qu'ils prennent des substances, qu'ils se droguent dans le jeu, qui pour moi ne le sont pas, parce que c'est au contraire un terrain d'expérimentation et une manière aussi d'évacuer des choses qu'ils ont en eux, de s'exprimer. Là où il va y avoir des comportements problématiques, ce que je vais appeler comportements problématiques, c'est quand, par exemple, ils vont faire preuve d'harcèlement qui n'est pas justifié ou de violence qui n'est pas justifiée par leur personnage, par la situation et par le scénario envers un autre personnage présent. Généralement, on va dire il y a plusieurs méthodes qui sont possibles à ce moment-là. Soit on peut lui faire prendre conscience
en le verbalisant. Est-ce que c'est vraiment ce que ton personnage ferait, par exemple, ou une technique de genre? Donc le replacer, en fait. Bien lui faire dissocier justement entre ses émotions que lui, en tant que joueur, en fait, il va vivre, et en fait, prendre de la distance avec la situation qui se passe dans le jeu. Généralement, si il rentre dans un comportement problématique, justement, c'est que il y a quelque chose qu'il a mal vécu, en fait. Ou bien il rentre dans un réflexe, dans un schéma de réflexe. Et l'idée, c'est de décomposer ça. Donc oui, parfois, on peut intervenir comme ça. Euh, Sinon, ça se fait aussi on peut laisser, c'est presque comme au football, j'ai envie de te dire, tu peux laisser continuer l'action si tu vois qu'elle va être à l'avantage d'une résolution positive. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte par lui-même dans l'action que ça aboutit à, à un cul-de-sac, en fait, cette manière d'agir ou de se comporter. Euh, Alors qu'à contrario, s'il avait plus négocié ou s'il était plus rentré dans de la coopération, peut-être que ça se serait mieux passé. Pour donner un exemple concret, euh, j'avais un jeune qui était particulièrement dans la violence. Et en gros, il était parti pour assassiner en pleine taverne un groupe de 3 PNJ un peu roublards, juste parce que il lui avait dit qu'est-ce que tu veux, le nouveau venu. Cash, son réflexe, c'était le couteau à la gorge. Bam. Bon, c'est pas hyper courtois, je dirais, comme manière de faire. Ce qui s'est passé, c'est que la situation n'était pas vraiment à son avantage, mais il y a eu un bénéfice inattendu qui s'est produit. C'est que ça a déclenché beaucoup de coopération de la part de ses camarades. C'est-à-dire que il y en a un qui est venu à la rescousse, il y en a un qui a quitté le buffet pour aller l'aider, il y en a un autre qui ne le connaissait ni d'Ève ni d'Adam qui a décidé de se mettre à ses côtés. Et la sensation d'être soutenu, en fait, ce qu'il en a tiré de l'effet de coopération, euh, bah, en fait, c'est une sensation que lui, il n'a pas, il a pas forcément l'habitude d'avoir, en fait. Donc, il a pu vivre quelque chose d'assez important. Et après coup, quand la situation s'est calmée, parce qu'ils n'étaient vraiment pas avantagés, on va dire, dans le combat, ils se retrouvaient face à 3 bons gaillards et il y en avait un d'eux qui s'était pris une sale blessure. Et ben, il y en a un qui a commencé à négocier, tu vois, à lâcher par exemple des pièces d'or pour pouvoir se défaire de la situation, ce qui a été accepté en face par les PNJ. Donc ils ont pu s'en sortir par la négociation. Derrière, le camarade, il a fait, mais pourquoi tu leur as sauté à la gorge? Ça se fait pas. Enfin. Et du coup, tu vas observer un truc hyper intéressant, c'est que ça va pas forcément être les adultes qui vont ramener de la morale dans la situation. Ça va être les autres camarades qui vont en discuter entre eux est-ce que c'était vraiment la meilleure option? Est-ce qu'il n'y avait pas un meilleur comportement à adopter dans cette situation-là? Et du coup, je ne l'aurais pas obtenu si j'avais tenté d'intervenir en amont, enfin de stopper le comportement en fait. Je pense qu'il y a certaines en fait, au contraire, c'est un espace parfait pour faire s'exprimer. Du moins dans ma pratique. Et effectivement, après, on essaye d'en parler après la partie, de dire alors, pourquoi tu as fait ça et des fois, ils n'ont pas les réponses. Hein. Voilà. Torquemada, on te laisse parler peut-être. Merci beaucoup. En fait, Guillaume a répondu après dans la deuxième partie de son discours. Je voulais savoir s'il parlait du harcèlement et de la violence sur les personnages joués ou non joués, en fait. Bon, après, effectivement, tu as développé, donc j'ai eu ma réponse et je te remercie. Et bon, ce qui est chouette dans ce que tu décris, c'est que tu n'as pas entravé la liberté de jouer de tes joueurs en leur disant non, tu peux pas faire ça, tu comprends, ça va déclencher une bagarre, c'est pas possible. Et là, on se heurte un petit peu au mur virtuel des jeux vidéo, tu ne peux pas aller par là. Voilà, donc tu as fait péter ce quatrième mur en quelque sorte. Bon, voilà, c'est un peu les scénarios bac à sable. Vous faites ce que vous voulez, mais vous en assumez les conséquences derrière. Voilà. Bon, c'était juste sur ce point-là j'aurais voulu intervenir, mais tu as tellement développé que tu m'as répondu 4 fois. Merci. Voilà. Donc, moi, je peux parler un peu de moi ou c'est déplacé? Très bien.
Voilà, donc vieux rôliste, quand je dis vieux, j'atteins le demi-siècle dans pas très longtemps. Moi, bon, je peux vous dire que le jeu de rôle, la thématique m'intéresse parce que j'ai une enfance assez rude et une adolescence pas top non plus. Je m'en suis très très bien sorti maintenant et franchement, je pense que je souhaiterais à tous les gamins qui ont eu ce que j'ai vécu, et je vais pas jouer Cosette. Il y a eu largement pire que moi. J'ai pas fini, je sors pas d'un centre éducatif ou quoi que ce soit. J'ai juste eu un père ultra violent, une mère battue, enfin bon, voilà. Et je sortais les violons. Et le jeu de rôle, en quelque sorte, je pense, m'a sauvé, vraiment. C'est une rencontre fortuite du hasard. J'étais en quasi-échec scolaire. J'ai rencontré un groupe de jeunes qui jouaient. Voilà. Bon, qui m'ont accepté tout de suite. Bon, ça m'a fait. Bon, au début, bon, je jouais sûrement très mal. Je veux dire, comme tout le monde, hein, les premiers jeux, mon personnage dit que c'est quoi les dés, je comprenais rien au système, mais j'étais entouré, on buvait du coca, on mangeait des chips et on passait un bon moment. On m'acceptait tel que j'étais, avec mon surpoids de l'époque, mes boutons sur la figure. Et bon, il n'y avait pas de jugement, quoi. C'était, voilà, c'est là je me suis senti appartenir à une communauté, si vous voulez. Et de fil en aiguille, donc, bon, bah, j'ai développé cette passion. Donc, derrière moi, je dois avoir quelques milliers d'euros de jeux de rôle. Ma femme râle beaucoup. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et en fait, bon, j'ai développé ma pratique, donc, de l'adolescence, jeune adulte. Bon, j'ai jamais lâché ce loisir. Par contre, j'ai vu, mais bon, c'est des choix de vie, des gens autour de moi qui sont plus ou moins éloignés parce que la vie, c'est sérieux, parce qu'ils rentraient en couple, parce qu'ils avaient des enfants, parce qu'ils avaient plus le temps. Voilà. Donc, je ne suis pas là pour. Bon, c'est des choix de vie. Moi, j'ai décidé de me raccrocher à ça, puisque bon, c'est une partie importante de mon existence, et ça, ma femme l'a bien compris aussi. Et je me suis aperçu aussi, j'en discutais avec de vieux amis rôlistes, on était quelques-uns quand même à avoir eu un passé pas glorieux du tout, bien noir, bien dark même, on pourrait dire. On serait tous des Nurshi de Dark Sasuke, en fait, avec des trucs vraiment pas top. Et on s'est rendu compte que le jeu de rôle nous avait tiré vers le haut, alors qu'on était tous plus ou moins du bois dont on fait les tueurs en série. Voilà, pour résumer un petit peu, quoi. Voilà. Donc, bon, là, en plus, quand je me suis inscrit à la conférence, je vais vous dire, j'avais très peur. Parce que, bon, je fais partie des gens qui n'aiment pas trop les grands mots à rallonge, les mots et tout ça. Je le dis franchement. J'aime bien le concret dans la vie. Voilà, j'ai eu ma part de boue dans la figure. Par contre, bon, je suis vraiment en empathie pour la souffrance des autres, pour l'avoir vécu. Bon, moi-même, je suis référent handicap dans mon travail, puisque bon, je pratique la langue des signes aussi, des petites choses comme ça, mais mettons. Mais c'est mon niveau de côté. Et donc là, je voulais dire, pour l'instant, depuis le temps que de tout à l'heure je vous écoute, j'ai du concret, j'ai des choses, des actions. Alors sur des domaines que je maîtrise pas trop, puisque pour moi, l'égalité homme-femme, ça va de soi. Voilà, c'est très basique à dire, mais je comprends pas que des femmes soient moins payées. Voilà, je ne sais même pas pourquoi. C'est quelque chose que je ne conceptualise pas. Bon, ça, c'est autre chose. Bon, je peux vous dire qu'après, on s'envoie des volets de bois avec ma femme, donc on est vraiment sur un plan d'égalité voilà, de ce côté-là. Je parle beaucoup de ma femme, mais elle a fait beaucoup pour moi aussi. Après, voilà, le jeu de rôle comme moyen thérapeutique, j'en ai entendu parler. Mon meilleur ami, qui est psychologue clinicien, qui travaille beaucoup avec des enfants autistes, alors, au début, il a fait maîtriser un maître de jeu parce qu'il ne se sentait pas d'être maître de jeu et thérapeute. Donc, après, il voyait comment ça se passait à la table. Il avait même demandé si je voulais le faire. Je ne me sentais pas. Donc, il a fait faire un autre maître de jeu. Maintenant, je crois qu'il a fait quelques parties, justement. Puis après, il a fait des débriefs. Et alors, cette partie post-brief, débrief est assez importante. Moi, dans les parties, c'est une pratique que j'ai. Je laisse les gens parler quand ils se rendent compte. Il y a toujours la demi-heure, l'heure où tout le monde discute. Ça permet d'échanger. Et donc, on sait qu'un tel vient de se faire virer de son travail. Du coup, il a aujourd'hui, c'est pour ça qu'il tire la gueule, mais il est quand même venu. Machin, bon, il a cassé sa voiture. Enfin, voilà. Et du coup, ces petits éléments-là, moi, je les prends en compte dans ma maîtrise. Voilà. J'ai un credo, en fait. Au début, bon, je crois que j'étais mauvais maître de jeu. Après, j'ai dû être maître de jeu tacticien ou qui pousse des dés, des figurines. Après, j'ai dû être maître de jeu de théâtre pendant la période vampire, bon, avec des grandes emphrases et tout, des ricanements diaboliques. Et maintenant, en fait, quand je fais une partie, pour moi, la mission est accomplie. Quand tout le monde a des petites étoiles dans les yeux, la banane, il me dit quand est-ce qu'on fait la prochaine, quand est-ce qu'on fait la prochaine. Bon, je parle de gars qui ont 40 ans, hein, voilà, donc c'est pour vous dire. Mais aussi, là où je suis assez heureux, c'est que au milieu des gars de 40 ans, j'ai mon grand de 12 ans, j'ai mon petit de 6 ans qui joue de temps en temps sur les jeux, les thématiques de jeu, je leur permets de venir ou pas, parce que maintenant ils savent que papa il fait du jeu de rôle, donc pour eux c'est quelque chose d'important.
Et j'arrive à mixer les publics. Alors, pas sur tous les jeux, toujours sur des jeux très, très ciblés comme Donjons et Dragons. Je suis désolé de parler d'un jeu mainstream, mais pour ça, il est vraiment top. Sur d'autres jeux beaucoup plus adultes, par contre, bon, là, forcément, c'est entre vieux grabataires comme moi. Voilà. Ben c'est tout. Je vous rends la parole. Je vous remercie de m'avoir laissé intervenir. Moi, je n'avais pas répondu à la question d'Asgard. Donc, moi, non, pas forcément dans le brief. C'est plus du jeu de rôle type impro, donc ça va être les intéressés qui vont connaître le scénario. Donc, je fais un petit pendant ce temps-là, ça fait une petite pause pour les autres avant, mais donc il y aura des observateurs dedans. Et ce qu'on peut faire après, donc il y aura toujours de toute façon quelqu'un, donc soit joué par un acteur par moi ou par un volontaire, qui va être dans le mauvais rôle et il peut y aller dans les comportements à ne pas faire, parce que l'idée c'est de voir derrière la victime et éventuellement, ça dépend des scénettes que je mets en scène, le témoin, comment ils agissent. Voilà, c'est comment on peut bien agir et ne pas rester ad vitam aeternam dans le rôle de victime de harcèlement. Après, évidemment, je donne des billes, parce qu'il y a des billes aussi légales et juridiques quand même derrière. Et par exemple aussi pour le témoin, parce que le témoin, souvent, c'est des témoins passifs qui ne font rien. Donc là, l'idée, c'est aussi de leur dire qu'il y a des moyens non risqués d'intervenir quand on voit par exemple du harcèlement. Donc non, pas forcément. En revanche, dans le débrief, on y va. Et éventuellement, on peut refaire la scène, soit avec les mêmes, soit avec d'autres. Si effectivement pour essayer d'améliorer les pratiques voilà, de ce qu'on pourrait mieux faire après un petit débrief. Voilà. Et moi, ça m'a fait penser à quelque chose. Tout ça, si on revient, parce que le thème, c'était aussi pour éduquer les jeunes. Moi, j'ai joué à un jeu de rôle qui s'appelle Play the Cards. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Peut-être par chat, vous pouvez dire si vous connaissez Play the Cards, un jeu de rôle grandeur nature. Non. Donc, alors, c'est un jeu de rôle. C'est pas une cinquantaine de personnes, il y a toutes les cartes qui sont utilisées et il y a une thématique étudiante. Non, c'est pas... Alors, exactement. Alors, on est au lycée, ça va être. Et en fait, c'est un peu. C'est type lycée américain dans les séries, mais mine de rien, c'est quand même un peu. Donc, tu vas avoir les carreaux, les piques, les cœurs et les carreaux, ça va être les geeks qui sont un peu voilà, exclus et tout. Les cœurs, c'est les plus populaires. Voilà. Et donc, chacun, effectivement, en plus, a une carte. Donc, évidemment, si tu es roi ou reine de cœur, tu es le plus ou la plus populaire du lycée. Et derrière, effectivement, le fait qu'il y ait des carreaux et tout, il y a des problématiques justement de rapport de force, de domination, voire de harcèlement qui se font jour. Et j'ai entendu dire, moi j'ai fait partie, je crois, dans les premiers à jouer. Je crois que j'ai joué d'ailleurs 2 fois. Enfin bon, c'est parce que la première fois, j'ai pas pu terminer, mais donc j'ai rejoué, mais avec un autre rôle qui était sympa aussi. D'ailleurs, je crois que la deuxième fois, j'étais dans un carreau, qui était vraiment dans les... voilà, c'est un peu le jeu des statues derrière aussi. Hein, voilà, donc tu vois, mais n'empêche que ça évolue au fil du jeu, c'est ça qui est intéressant. Et donc, il paraît que ce jeu, il y en a qui l'ont joué dans des collèges et des lycées. Voilà. Et je pense que, franchement, ce jeu-là, il peut bien être... utilisé là-dedans avec effectivement toujours les précautions de faire d'ailleurs même nous on avait fait des ateliers avant des ateliers préparatoires et évidemment avec il y avait de la sécurité émotionnelle avec les safe words et pas mal de choses là-dessus. C'est effectivement je cherche à faire à trouver des sessions sur Paris de ce jeu-là pour y jouer et aussi pour le faire jouer. Parce que, effectivement, je pense comme toi qu'il a des bénéfices. C'est comme le courant, je dirais, du GN nordique de manière générale qui explore beaucoup des thématiques sociales ou émotionnelles. Ce jeu, je pense, apporte des bénéfices en matière de prise de conscience. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur ce que Torquemada disait. J'ai beaucoup aimé ton intervention, notamment en matière d'identification.
C'est-à-dire que dans les processus d'empathie qu'on a, bah, évidemment que quand on a subi des violences, on va être plus à même de les reconnaître et donc de pouvoir les comprendre, en fait. Euh, donc effectivement, euh, techniquement, je pense que si on n'a pas souffert un minimum d'injustice ou de comportement pervers dans notre vie, on aura du mal à aborder ces thématiques avec des publics qui ont besoin qu'on les aborde. Que ça soit à travers le jeu de rôle ou le jeu de rôle grandeur nature, comme celui que tu viens de dire, Cards, ou les thématiques de positionnement social sont très présentes et très impactantes, bah, en fait, au travers de ces médias, on peut se rendre compte et on peut vivre l'expérience, je pense, on peut vivre l'expérience de troubles, en fait, et de situations qui sont douloureuses. Ce qui peut nous permettre de mieux les appréhender par la suite. Alors, pour vous, oui, effectivement, c'est pour toi. Oui, il y a Play quelqu'un. the Cards, c'est Play the Cards et faudrait que je recontacte les orgas. Après, je crois que c'était un GN nordique à la base, donc je pense pas qu'il ait été écrit par des. Je sais pas par qui il est écrit, mais bon, je connais des orgas et notamment écoute, là. Ouais. si tu nous rencardes avec un de ces orgas, moi j'ai un lieu et des créneaux. Hein. Donc, il n'y a pas de Ok, ça problème. marche. Je vous mets en relation, il n'y a pas de souci. Du Ouais. coup, on pourra le mettre aussi sur le Roll Event, comme ça, ceux qui voudront y participer peut-être. Bah, et pourquoi pas, bien au contraire. Moi, j'avais une question qui me vient, alors c'est, je sais pas, mais euh, avec tout ça, parce que du coup, j'ai l'impression quand même qu'il y a une vraie réflexion derrière sur comment est-ce qu'on adapte les comportements, etc. Est-ce que du coup, vous arrivez encore à jouer? Juste jouer, prendre plaisir à jouer ou quoi que ce soit, parce que j'ai l'impression que du coup, il y a un peu, alors c'est pas du tout une critique, loin de là, mais il y a vraiment un côté très réflexif en fait dans la pratique. C'est la même question qu'on a tendance à poser aux psychologues, aux psychiatres. Est-ce que tu arrives à ne pas psychanalyser tes enfants ou comme ça. Mais moi, je te dirais que, bah, en fait, oui, clairement. Je fais pas ça de la même manière ou pour les mêmes raisons. Je suis pas dans le même état, en fait. Je joue pas le même rôle quand je suis là devant vous et quand je suis avec ma famille, mes amis ou quand je suis avec les jeunes. J'arrive à jouer des rôles différents, on va dire, quelque part, à séparer. Mais, quand même, pour apporter un peu d'eau à ton moulin, quelque part, oui, je vois qu'il y a comment dire, des déformations professionnelles hein, qui interviennent des fois et dans le cadre privé où j'ai pas envie en fait que ça intervienne. Genre justement, je suis plus vigilant au comportement pervers. J'ai dû faire un travail sur moi aussi pour évacuer les miens, par exemple. Parce qu'à un moment donné, j'étais pas mal macho en fait. Mais je m'en rendais pas compte. Et du coup, maintenant, quand je vois des comportements qui peuvent être défavorisants pour l'entourage ou l'environnement, bah, j'ai tendance à en prendre ombrage. Donc, j'essaye de calmer ça, par exemple. Je sais pas ce que c'est pour dire. Mais... Alors pour moi, oui, il n'y a pas de souci, j'ai plaisir à jouer. Effectivement, c'est un peu la même réponse que Guillaume, c'est deux rôles différents. Et ne serait-ce en revanche dans la vie privée de tous les jours, on fait plus gaffe. Là, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai eu 2 fois des insultes sexistes parce que j'ai osé dire que, bah non, excuse-moi, tu vas pas m'écraser, je suis encore sur le feu. Et le gars, il dit, bah t'as rien à dire en même temps. Voilà. Pas parce que ça passe au vert ou tout ça, ou un autre qui ébrouait son chien à côté de moi, à chaque fois, j'ai eu des insultes sexistes. Je me suis pas, mais à un moment, voilà, il y a un moment, tu vas pas continuer l'affrontement jusqu'à la limite. Moi, j'ai dit ce que j'ai à dire et après, je m'en vais, quoi, ça sert à rien. Mais il reste encore effectivement pas mal. Et le gars avec le chien, il avait un gamin de 7 ans à côté et franchement, bon, après le chauffeur de taxi, mais moi je trouve ça assez dramatique ce genre de mec, quoi.
voilà, si ça se trouve, il va aussi taper son enfant à la maison, j'en sais rien, mais bon, j'espère que non. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que oui, dans la vie de tous les jours, sinon, non, ouais, je prends plaisir à jouer, à avoir un rôle. Et il y a un truc, ça m'a fait penser à quelque chose. Quand j'ai créé, justement, moi, quand j'ai créé un spectacle pour le Festival de l'impro à Paris, avec une de mes deux troupes d'impro, et moi, c'est en sortant de Mary Poppins 2 que j'ai eu l'idée. Et donc, l'idée, c'est que moi, j'avais joué une bonne fée qui était un peu celle qui présentait le spectacle. Et que je demandais à chaque fois, parce que moi, toujours, je veux de l'interactivité avec le public. Donc, je demandais au public, l'idée, c'est que les acteurs, ils allaient réaliser le rêve d'enfance dans le public. Et il y avait des rêves d'enfance super bien, je ne me souviens plus, mais genre devenir je sais plus, danseuse pro ou équitation et tout. Et comme ils aiment bien tordre mes amis, à un moment, je sais, les amis de la troupe, ils ont quand même réussi, alors que moi, ce n'était pas du tout le but, que le prof d'équitation, il harcelait la pauvre fille. Je lui dis, mais attends, là, il faut que tu fasses son rêve, il ne faut pas que tu fasses les trucs un peu... voilà, bon. Mais comme quoi, c'est assez prégnant. Et un autre exemple que j'ai, c'est quand j'ai fait jouer des jeux. Alors, il y avait à la fois, c'était une école d'informatique, il y a à la fois des jeunes qui étaient en initiale et des chômeurs. Et alors, je sais que j'avais introduit de l'égalité femmes-hommes, mais il n'y avait pas que ça dans les thématiques. Et je sais qu'il y a des thématiques, alors pareil, on s'était échauffé et tout, mais qu'il y avait une thématique, j'étais très étonnée mais j'étais pas si étonnée que ça, la réflexion, c'est que il y en a, ils ont joué des violences policières. Voilà. Donc, déjà, je leur ai dit après, alors les violences policières, on les simule, voilà, parce qu'ils étaient quand même. Et tu sentais qu'il y en a, voilà, je pense que ça ne doit pas être pour eux facile tous les jours dans la rue, et qu'il y avait dû avoir des choses là-dessus, quoi. Et comme quoi, ce que je veux dire, c'est que ça fait effectivement. L'intelligence émotionnelle, c'est aussi, ça fait renaître des émotions et peut-être aussi des traumatismes. Mais est-ce que le fait de le jouer dans un sens ou dans l'autre, justement, ça peut pas. Moi, ça peut aider aussi. Voilà. Bon, après, moi, je suis pas thérapeute, mais bon, il s'est arrivé que c'était comme ça, quoi. C'est vrai, vaut mieux que ça sorte, je dirais, d'une manière ou d'une autre. Et c'est l'occasion. Quand on se laisse aller, hein, parce qu'il y en a qui ont des résistances, des barrières, ils n'arrivent pas à facilement interpréter leur personnage. Ils ont par exemple la peur du regard de l'autre qui va vraiment les bloquer. Et une fois arrivé à dépasser ces problématiques-là, c'est l'occasion d'exprimer plein de trucs, je pense. Je dis, la peur du regard de l'autre. Tous les petits exercices d'impro, c'est pareil, si tu veux. Moi, j'ai une liste. Alors après, tu fais ta sélection, puis il y en a des centaines. Hein, mais voilà. Et puis tous ne sont pas forcément juste pour l'introduction avant ce type de jeu de rôle éducatif, quoi. Mais je pourrais aussi te partager ça, si vous voulez. C'est pas moi qui les ai écrits, hein, mais voilà. Après, ça peut être carrément très utile parce que j'en ai une typiquement qui s'est bloqué par rapport à ça. Et du coup, on essaye de trouver des méthodes, mais on n'a pas forcément tous les bons outils, donc ça peut toujours être bon. Ouais. On avait parlé à un moment donné des publics autistiques. Et j'ai remarqué quelque chose, donc j'ai pas mal travaillé aussi avec des autistes, ou enfin, on va dire, dans les troubles du spectre autistique, hein, parce que on ne peut pas qualifier un seul type d'autiste, c'est un peu compliqué. Je dirais que j'ai remarqué, donc on est pas dans du léger, mais on n'est pas dans du lourd, dans du sourd-muet ou dans des incapacités. On est dans ceux qui sont capables, on va dire, de faire du jeu de rôle déjà. J'ai remarqué qu'ils faisaient souvent de piètres PJ, mais d'excellents PNJ ou maîtres de jeu. Alors, c'est assez intéressant, et c'est le cas aussi en jeu de rôle grandeur nature. C'est assez intéressant. Parce que, et donc là j'avance, c'est de la théorie, hein, a priori, l'interprétation des intentions de l'autre, donc
est difficile pour ce type de public. Et ils vont avoir tendance à, par exemple, croire qu'un mensonge est une vérité. Donc, ils vont avoir du mal à faire la distinction entre mensonge et vérité, donc dans le cadre de la tromperie. Fait que quand tu es joueur, en fait, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses dans le jeu de rôle qui se basent sur l'interprétation, la compréhension des comportements ou la duperie. Il y a beaucoup de choses de cet ordre-là dans le jeu de rôle. Alors qu'en tant que PNJ, quand tu connais ton socle. Ah, ça a coupé là. Oui, je crois qu'il y a un souci. De personnage, tu sais exactement où est-ce que tu vas, en fait, Guillaume, où tu vas y aller. Vous m'entendez? Guillaume, en fait, ça a coupé quand Oui. on était à la socle. Voilà. Donc, on n'a pas entendu depuis quand tu es Alors, quand j'en PNJ. étais à, je suis désolé. Donc, quand tu es joueur, il a du mal à distinguer le mensonge de la vérité. Et en revanche, quand tu es PNJ, tu as un socle et là, ça a coupé. Ah oui, autant pour moi, désolé. Effectivement, PNJ, au moins, quand tu incarnes un personnage non-joueur, tu as une ligne directrice, tu sais où est-ce que tu vas, c'est beaucoup plus droit, tu peux t'appuyer sur le socle de l'univers et de ce que les organisateurs ou les scénaristes ont prévu. Et quand tu es maître de jeu toi-même, en fait, tu t'appuies sur une véritable bibliothèque. Et le type de profil autistique duquel je parle, hein, donc ça en est un parmi d'autres, mais il est assez récurrent celui-là. Souvent, c'est des bibliothèques sur pattes. C'est-à-dire, ils ont la capacité de dévorer un univers et de tout connaître dessus, genre mieux que la norme, on va dire. Et en fait, le jeu de rôle a aussi ce bénéfice d'entraîner à l'expression orale, donc ce qui peut être difficile aussi pour ce type de public. Et la récompense, quelque part, à terme du parcours holistique pour ce type de public, bah, c'est en fait d'arriver à maîtriser son propre univers et à restituer cet univers-là. Et je pense que ça soit parmi ceux qui ont été diagnostiqués ou ceux qui ne l'ont pas été, j'ai eu d'excellents maîtres de jeu qui faisaient partie de cette catégorie-là de la population, qui avait des troubles du spectre autistique. D'excellents maîtres de jeu parce que, en fait, finalement, c'était des bibliothèques sur pattes. Et même si des fois, on pouvait déceler des difficultés à l'expression ou je dirais des anormalités dans le comportement, bah, en fait, le jeu de rôle les a énormément aidés dans ce sens-là et nous a fait bénéficier de parties exceptionnelles aussi et d'instants exceptionnels. Donc ça, c'est le côté voilà, par rapport aux troubles du spectre autistique que j'ai repéré de mon côté. Alors, par rapport aux personnes qui peuvent souffrir d'un handicap ou qui sont malades, bah moi, hier, j'ai parlé avec Saki Jones, peut-être que certains connaissent. Donc, elle est belge et elle écrit, elle organise des jeux de rôle. Et donc, elle a intervenu, elle a fait des campagnes de jeux de rôle avec des enfants hospitalisés à Necker. Et ce qu'elle disait, c'est que pour eux, c'est une vraie libération parce que ça, ils jouent un perso qui n'a plus les limites de leur santé, des limites de déplacement. Et bon, elle les faisait jouer dans l'univers Buffy contre les vampires, donc qui ont des super pouvoirs. Et il y avait une autre organe de jeu de rôle qui participait et qui maintenant est psychologue et qui disait que ça permettait de renarcissiser, bon, je dirais en termes peut-être moins psychose, d'améliorer l'estime de soi en fait. Et ça, je pense que c'est très important, quoi. Complètement. Je dirais que le principal du travail que je fais auprès des jeunes, en fait, c'est leur redonner confiance en eux, c'est leur redonner de la volonté, de la motivation. Et ça passe par l'estime de soi, oui, carrément, tout à fait. Le déclenchement de victoire, le dépassement des défaites. Et si je peux revenir sur... J'avais parlé à un moment de jouer avec des objets.
Donc, je vais citer le nom du jeu. Il est en Creative Commons. On joue des aliments et ça s'appelle Fond du frigo. Alors, moi, je ne l'ai pas joué, mais donc, Saki m'en a parlé. Et ce qu'elle m'a dit, ce qui était drôle, c'est qu'après, c'était écrit par une femme et qu'après, il n'y avait pas d'amour hétéronormé. Je veux dire, il n'y avait pas un poireau, une carotte ou une tomate, quoi. Voilà, il y a bien. Et qu'après, il y en a qui l'ont retravaillé, il y a des mecs qui l'ont travaillé, qui ont rajouté justement des idées hétéronormées qu'ils étaient obligés. Pour eux, il fallait sexuer les rôles, quoi. Bon, voilà. Mais en tout cas, c'est bien justement pour elle, c'était une première étape. Si après, justement, quand tu es un petit garçon, que tu n'as pas l'habitude, on te dit tu vas te mettre dans le pot d'une fille. Alors, c'est le cas dans le jeu des trois figures, d'ailleurs. Enfin, c'est ce que j'ai vu. Mais en tout cas, ça peut être une bonne étape. Voilà. Moi, je sais qu'en impro, parfois, on joue des œuvres d'art dans un musée. Et le plus dur, c'est de rester immobile, quoi. Mais voilà. Tu avais une question, Torquemada? C'est marrant ce genre d'exercice, ce grand écart. C'était juste pour rebondir sur une remarque de Guillaume sur le type de handicap. Alors, bon, il n'y a pas d'échelle de valeur dans le handicap, ça, on est bien d'accord là-dessus, même si certains sont plus entravants que d'autres dans la vie de tous les jours. Et voilà. Alors, parmi le public sourd, bon, je connais un tout petit peu, ma femme est interprète en langue dessinée. En fait, il y a les sourds, juste sourds. Donc, ils sont comme vous, comme moi, comme tout le monde, hein, d'accord? Mais il leur manque juste l'audition, en fait, ce qui fait qu'ils peuvent oraliser, mais pour eux, ça signifie rien. Donc, c'est pour ça qu'ils sont dans la langue des signes pour les plus chanceux et implantés pour les plus malchanceux. Mais bon, ça, c'est mon point de vue à moi. Et après, il y a effectivement des sourds avec des polyhandicaps où là, on peut effectivement avoir un retard mental. Donc, j'avais eu des discussions intéressantes. Je crois que c'était sur le groupe Les Voix de l'Altari, justement, avec une nana qui, en convention, arrivait à avoir quelqu'un qui interprétait ses parties pour justement faire une inclusion de personnes sourdes. Donc, c'est juste, en fait, je voulais rebondir, c'était, bon, désolé, c'était un rebondissement du cœur. Quand tu avais que tu avais parlé des sourds, bon, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est que c'est très compliqué de faire jouer un sourd si tu n'as pas quelqu'un qui lui traduit l'action en langue des signes. Voilà, c'est vraiment la barrière de la langue. Et bon, alors imagine, en plus, un sourd en polyhandicap avec un retard mental derrière, là, ça devient encore plus cossu. Bon, là, on est sur, je dirais, le sacerdoce, quoi. Voilà. Je voulais juste rebondir là-dessus, voilà, c'est tout. C'est très intéressant. Je vais rebondir aussi. En fait, moi-même, je suis capable d'intervenir avec des troubles du spectre autistique, mais pas des handicaps lourds de ce type-là. C'est-à-dire que oui, mon père, qui est docteur en psychologie aussi, a travaillé avec des publics autistiques sourds, justement, sourds-muets. Et ça, c'est un type de public qui m'est complètement impossible d'interagir parce que le niveau est beaucoup trop demandant, c'est beaucoup trop délicat par rapport à ma pratique. Je ne sais pas vraiment comment aborder, justement, transférer le jeu de rôle sous ce point-là. Toi, tu me dis là que il y a il y a une association, c'est ça? Non, alors en fait, il y a un groupe, c'est les Waldaltaride qui traînent autour d'un autre groupe de pensée sur le jeu de rôle qui s'appelle La Cellule. En faisant quelques recherches sur le net, tu vas les trouver. Et en fait, donc, il y a un moment, un groupe de discussion qui s'appelle les Waldaltaride. Bon, pareil, c'est assez facile à trouver. Et au cours d'une des discussions, j'avais croisé donc une nana qui intervenait, qui faisait des feedbacks de conventions qu'elle avait fait. Et j'avais eu la très bonne surprise de voir que de temps en temps, elle arrivait, donc elle faisait des parties inclusives pour les personnes en situation de handicap, dont les sourds, et qu'elle arrivait de temps en temps à avoir un interprète qui venait faire du bénévolat pour interpréter un bout de partie, une partie ou un jeu de société. Voilà. Dans ton cas, à voir si toi tu arriveras à avoir un interprète disponible pour faire ce genre de choses. Bon, après, voilà, je ne m'éjuge de rien, je ne sais pas du tout si ça serait adapté ou pas à des sourds atteints de troubles autistiques, mais ça te permettrait de casser la barrière de la langue, en fait. Parce que, en fait, c'est juste ça. Je pense qu'un véritable interprète formé diplômé, donc 5 années d'études, est tout à fait capable de retranscrire une discussion à la volée. Il faudra quand même lui donner le canevas avant, qu'il récupère du vocabulaire sur la situation, le contexte et tout ça. Mais à partir du moment où tu lui as donné ces petites clés de base, il peut vraiment faire comme à la télé, c'est-à-dire traduire le journal de 20 heures
ou traduire une partie du JDR. Ils sont même capables de traduire des conférences de 8 heures. Bon, ils se passent l'oreille, hein, parce que c'est quand même très prenant au niveau intellectuel et physique. Du coup, ils se font des relais d'une demi-heure généralement, quoi. Quand le dernier commence à toi montrer signe fatigue, fais un petit signe, tu as le deuxième qui apparaît, hop, qui prend la relève aussitôt. Voilà. Donc, c'est pas impossible. C'est compliqué, mais pas impossible. J'avoue, c'est super fort parce que ça permet de toucher toute une population auquel moi je pensais pas pouvoir toucher, par exemple. Et c'est vrai que c'est intelligent. Tu es sur Euh, Paris? oui, tout à fait. Alors, tu as une très grosse communauté de sourds et d'interprètes. Je pense que, voilà, moi je suis dans le sud-est, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, je connais le milieu sourd par ma femme. C'est plus très ponctuel sur des petits événements, genre une sortie pique-nique, où on va voir la famille Bélier ensemble, bien connu sur cette famille de sourds, ou alors on fait le loto de l'association des sourds. Voilà. Mais sur Paris, tu as vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses. Tu as vraiment un vivier. Euh, Après, c'est juste, je te donne l'info, tu en fais ce que tu en Oui. veux, mais si jamais je pense que ça te prend déjà beaucoup de temps ce que tu fais. Mais voilà, si tu veux rajouter éventuellement peut-être une corde à ton arc, pourquoi pas, tu peux en parler, quoi, voir. Disons que effectivement, pour l'instant, dans ma pratique, je me concentre sur le fait de déployer du coup cette méthode sur un maximum de foyers, de centres qui s'occupent de jeunes. Euh, je l'ai codifié un petit peu, j'appelle ça la méthode rôle, hein, de manière très originale pour relations organisées, ludico-éducatives. Et je considère que tous les rôlistes qui feraient une formation d'un ou deux week-ends dessus pourraient au moins commencer à y toucher et à intervenir auprès de centres. Je pense qu'il y a beaucoup de rôlistes en fait que ça pourrait intéresser parce que il y a de la demande en fait derrière. Bon, même s'il faut, la plus grosse barrière, c'est d'expliquer au centre et au directeur de centre ce qu'on fait. Mais en groupe, on y arrive mieux, on va dire. Mais il y a vraiment un besoin, je pense, aujourd'hui en France, de propager en fait ces méthodes sur la base du jeu de rôle pour aider les publics en difficulté. Alors si oui, après on peut étendre ça sur des publics malentendants ou même non-voyants, je pense que là, ce serait très fort. Il y a un besoin en tout cas, et il y a une demande. Si je peux me permettre, il y a ce soir à 10h, Identité de genre et inclusion, une autre conférence. Et j'ai aussi interviewé des organes GN sur le thème de l'inclusion des personnes handicapées. Et bon, globalement, on m'a dit ce qu'il faut, c'est avoir voilà, je pense une démarche proactive parce que la plupart des organisateurs, voilà, c'est quand même un milieu assez fermé, hein, le milieu du jeu de rôle. C'est voilà, si on veut déjà ouvrir à d'autres populations, tout simplement qui ne jouent pas au jeu de rôle, bah, c'est de le mettre clairement déjà dans le questionnaire de préinscription quand on présente le jeu, que c'est ouvert à tous. Évidemment, toutes les conditions ne peuvent pas forcément accepter tous les handicaps, mais de dire, en gros, il disait, contactez-nous et nous, on verra ce qu'on peut faire. Et elle a parlé notamment de la langue des signes, Saki, et elle disait, il y en a qui viennent avec un interprète, mais en règle générale, il faut le payer. Donc, ça arrive que les gens du GN, ils se cotisent en plus. Voilà, et on divise par le nombre de personnes, enfin, j'imagine, pour qu'il y ait un interprète de langue des signes. Après, il y en a une autre qui, effectivement, blinde ses questionnaires de préinscription. Elle fait un Harry Potter, et dans Harry Potter, là, récemment, elle est une personne sourde, mais alors qu'il lisait sur les lèvres. Donc, elle a bien fait en atelier pré-GN, prévenu les autres qu'il fallait, il faut pas lui parler par derrière, lui, il peut lui taper sur l'épaule ou enfin voilà, d'avoir quelques petits trucs. Et ça, c'était finalement assez simple à mettre en place. Après, il y a tout, effectivement, parler de l'accessibilité du lieu de jeu également. Voilà. Oui. Et ce que disait Saki, c'est qu'il ne faut pas trop en faire. Elle connaît quelqu'un qui est en fauteuil roulant et dire on est ouvert à la discussion, parce qu'il y en a après, ils peuvent paniquer et en faire trop, alors qu'en fait, le gars, il n'a pas besoin de tant de choses que ça et il préfère qu'on l'écoute qu'on fasse 10 000 choses. Quoi. Oui. On écoute ses besoins. Voilà. Vas-y, vas-y. Non, je t'en prie.
Non, j'allais dire que c'est assez intéressant parce qu'on a balayé pas mal de thématiques. Bah, on est même parti sur les handicaps les plus lourds. Et on voit qu'au-delà d'être un outil de voyage, je dirais, pour l'imagination, et c'est aussi donc, effectivement un outil de simulation. Je pense que la question, elle est claire. La réponse, elle est claire. C'est oui, le jeu de rôle peut permettre de résoudre des problèmes de violence et de comportement, en fait. Ne serait-ce que par la prise de conscience, en fait. Ça nous offre vachement de prise de conscience. Il y a un point sur lequel je joue dans ma méthode auprès des jeunes. Je le tire de Winnicott, qui est un psychologue des temps anciens qui a écrit le livre Jeu et réalité, euh, qui, est, qui est très fondateur, je trouve, en tout cas sur ma pratique. Il parle de l'objet transitionnel notamment. Non, aujourd'hui, l'objet transitionnel pour nous, c'est plus notre portable, hein, mais on va dire que pour un enfant, c'est son doudou. Et donc, c'est tout ce qui va vraiment être investi aussi de manière forte émotionnelle. Il y a un truc chez les rôlistes qui est assez présent comme objet traditionnel, je dirais, enfin, plus ou moins traditionnel. Je pense que j'ai un abus de langage, mais c'est pas grave. C'est le dé, en fait. Le dé a une valeur symbolique et forte. Même on y accorde des croyances. Dès le début, même tardivement encore aujourd'hui, c'est un petit objet quasi religieux qui divise beaucoup la communauté d'ailleurs. Des fois, il y en a, ils disent oui, du jeu de rôle sans dé. Ou pas. Moi, avec les jeunes, je fais du jeu de rôle avec un dé 10. Ouais, il y en a qui disent ça. Moi, je fais du jeu de rôle avec un dé 10 pour simplifier au maximum. Et en fait, donc c'est le centre hein, je leur fais une facture en note de frais pour l'aider. Je choisis du coup des beaux dés sur Internet. Et donc, il y a un petit rituel, c'est que je leur fais choisir parmi tas de dés un dé, en leur disant, voilà, choisis le bien, ce sera le dé que tu vas utiliser après tout le monde. Et du coup, des fois, ils le choisissent même en le testant, tu vas voir s'il fait des bons jets. Et déjà, ils commencent à y accorder une certaine croyance. Ah, L'effet est systématiquement le même, c'est-à-dire ah oui, c'est vrai, c'est un cadeau, c'est trop bien, enfin, direct, il y a peut-être que si j'interviens avec un type de population qui n'est pas forcément très habitué à recevoir des cadeaux spontanés, et puis comme c'est un objet qui est atypique, il y a aussi ce côté mystérieux et mystique, mais en fait, ça pour moi, c'est un indicateur assez important, c'est-à-dire qu'à chaque partie, quand ils reviennent avec leur dé, il y a une attention qui est portée. Il y en a, ça fait un an que je les ai pas vus. Ils ont décidé de revenir sur une de mes séances parce qu'ils savaient que j'en faisais une. C'était dans le même foyer dans lequel ils étaient. Ils sont revenus avec leur dé. Ça, pour moi, ça a été hyper touchant de voir qu'ils l'avaient conservé et qu'ils avaient vraiment du plaisir à ça. Et, et en fait, je pense que ça conserve aussi quelque part une part de l'expérience. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ils vont garder le dé, ils vont y associer des victoires, ils vont y associer peut-être un voyage, des réussites, ce genre de choses. Et je pense que c'est aussi un morceau important donc du matériel que j'utilise, qu'on utilise dans le cadre du jeu de rôle, qui aide, on va dire, à s'ancrer en fait dans ces expériences. Donc, je voulais vous en faire le témoignage. Je voulais encore donner quelques exemples. Alors, dans le genre, alors je ne l'ai pas joué non plus, mais Saki m'a cité dans le genre objet. Il y a un jeu qui s'appelle Nains et Jardins, et donc on joue des nains de jardin, voilà. Et sinon, en milieu éducatif, j'ai cherché, j'ai trouvé, donc je crois que c'est, alors il y en a un, c'est dans les Midi-Pyrénées, il y a un jeu qui s'appelle Respect,
Alors c'est sur l'égalité du genre filles-garçons. Et donc, vous trouverez dans le jeu, donc c'est du jeu de rôle à faire en classe, 28 situations construites autour de 6 thèmes, donc avec 6 objectifs. Donc, la rumeur, et donc l'objectif, enrayer une rumeur. Non, c'est apprendre à dire non. Cap ou pas cap, stopper les paris et défis idiots. Le garçon, la fille idéale, travailler l'estime de soi. Différent et alors prévenir les discriminations. Quand on s'en prend à l'autre, lutter contre le harcèlement. Donc, à chaque situation, il y a une scénette. Donc, c'est un peu le même mécanisme que moi, j'utilise. Voilà. Et donc, ils ont des fiches scénettes qu'ils remettent aux acteurs. Moi, je le dis à l'oral, mais c'est bien aussi. Et dernière référence, c'est un serious game qui s'appelle Stop la violence. Donc, ça, c'est un serious game, c'est en ligne. Donc, je ne l'ai pas joué non plus, mais donc, il propose aux joueurs de se mettre en fait dans une sorte d'enquêteur. C'est un élève qui découvre petit à petit dans son collège les différentes manifestations du harcèlement. Et donc, il doit enquêter, trouver des indices, puis donner sa version des faits. Et ensuite, il va avoir accès aux ressources, notamment témoignages vidéo de la victime, quiz, messages clés. Et ensuite, grâce à ça, il va savoir quoi faire s'il est témoin de harcèlement. Voilà. Il y a aussi. Hein. T'as une sacrée ludothèque éducative, là. Ouais, en fouillant, il y a des choses qui ont été faites partout. Après, si en plus on parle pas que du jeu de rôle, mais du jeu, alors là, voilà, moi je trouve que les professeurs, parce que ça m'intéresse, tout ce qui est. Je sais que sur un réseau, je suis un peu ce que font des professeurs pour gamifier leur enseignement, et franchement ils font du bon boulot qui est pas voilà, souvent c'est sur leurs heures en plus, et voilà, mais ils aiment faire ça, quoi. On peut parler du groupe Facebook et du LARP, justement, au niveau de pour ceux qui aiment qui n'ont pas de problème avec l'anglais, c'est un vrai réseau européen, du coup, tourné autour du jeu de rôle grandeur nature et du jeu de rôle et de l'éducatif. Attends, je le mets comme ça. Et du kart, c'est ça? Et du LARP. Et du LARP. LARP, c'est... Pour Live Action Role Playing. Voilà. D'accord, oui. Moi, je place une petite référence ici sur le label Axolot, le JDR, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait beaucoup de petits jeux de rôle indés, notamment sur l'acceptation du handicap, sur la gentillesse envers les autres, etc., sur le zéro déchet. Enfin, des Pico Games, ils appellent ça, c'est des petits jeux de rôle en quelques pages. J'irai voir ça avec intérêt. Ouais. C'est mignon, Pico Game. Oui, c'est le nom qu'ils leur ont donné, effectivement. La thématique de ce matin, c'était plus sur l'éducation et la prévention envers les jeunes. Enfin, c'était le sous-titre, mais moi, du coup, vu que vous avez une certaine expérience, et parce que je trouve ça rigolo, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'il y a un comportement rôliste traditionnel sur lequel il faudrait que vous attiriez l'attention en disant non, mais arrêtez ça, en fait. Juste celui-là, vous l'arrêtez, c'est plus possible. C'est une question piège, mais... Arrêtez de manger des chips pendant les parties, ça fait grossir. Non, je plaisante. Ça demande de temps de réflexion quand même, non? Vas-y, Christine, peut-être que toi, tu as... moi, c'est un peu la discussion qu'on a eue entre filles hier, évidemment. C'est sur... voilà qu'en fait, au niveau du genre, forcément, c'est un peu mon dada, et que le comportement, la bonne pratique à faire, bon, déjà, c'est effectivement de ne pas se dire, oui, un personnage de combattant, ça va être un homme et tout. C'est-à-dire, c'est vraiment la bonne pratique, c'est pour ceux qui écrivent les jeux. Et c'est de faire un... Moi, j'en ai joué, et c'est génial. J'ai joué les liaisons dangereuses comme ça. Quand même. Et donc, c'est de ne pas genrer ces fiches de personnages. Donc, ça peut être, il va avoir un métier, il va avoir des compétences, le personnage, mais après, c'est au joueur de choisir le genre ou enfin ce qu'il veut par rapport à ce personnage. Et ça,
je pense que ça permet beaucoup de faire progresser les choses dans les représentations notamment. J'ai une idée qui vient de me venir. En fait, c'est un peu méta, mais c'est aussi l'objectif, c'est travailler sur les Méta comportements. Facebook? Ah oui, c'est vrai que maintenant, ils sont emparés de ça. Ouais. Il, en fait, les temps de parole, typiquement dans le jeu de rôle, c'est compliqué. Enfin, c'est un des aspects qui peut être compliqué. Et pour rester sur la thématique homme-femme, parce qu'elle est très présente, elle peut être très présente, les hommes s'en rendent pas forcément compte, mais ils ont tendance à couper la parole aux femmes ou à monopoliser du temps de parole par rapport aux femmes. Je pense que c'est... J'avais lu des études en psychocognitive là-dessus qui parlaient notamment de l'audition, en fait. Donc c'est pas que... il peut y avoir un aspect culturel, mais il peut y avoir aussi peut-être des aspects physiologiques, j'en sais rien. J'en sais rien, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ça ferait du bien à beaucoup de gens particulièrement au MJ, en fait, au maître de jeu, qui est un véritable médiateur dans les parties, de faire attention au temps de parole et à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Voilà. Je pense que c'est l'un des points qui peut le plus aider la communauté à avoir une bonne pratique de manière générale dans ces parties, si telle était ta question de base. Parce que de toute façon, si tu te mets à écouter les autres, je veux dire, même, tu n'as pas besoin de X-card ou enfin, quand tu fais attention à ce que l'autre dit, tout simplement, et que tu l'écoutes, bah, généralement, une partie, ça se passe super bien, quoi. Il y a un jeu de rôle que je mets sur un piédestal qui s'appelle Ars Magica, qui propose vraiment des fonctionnements très coopératifs autour de la table entre le compteur et les joueurs, donc qui peuvent aussi varier entre le concept d'alliance. Et c'est un jeu de rôle, je pense, qui a beaucoup aussi enseigné à des jeunes MJ sur la manière de s'écouter autour d'une table. Merci. Ok, madame, vas-y, peut-être. Désolé. Oui, en fait, le temps de parole, effectivement, c'était une récurrence problématique qu'on a sur les tables de jeu et avec des joueurs timides qui prennent pas forcément la parole et des très volubiles qui feraient les 5 heures de partie sur 6 à parler tout le temps. Bon, ça fait partie des choses que je combats, enfin, sans entraver le plaisir de qui que ce soit. Ça et le syndrome du loup solitaire qui a pris la partie pour un jeu de rôle en solo et qui part de son côté pendant que le groupe fait autre chose. Ouais. Bref, bon, que les maîtres de jeu connaissent. Du coup, on en était venu à imposer des dispositions à table, en fait, pour que le joueur le plus timide soit à côté du MJ. On casse la distance et ça marche. Alors après, évidemment, le volubile râle, donc on lui explique pourquoi. Bon, il râlouille, mais bon, ça n'empêche pas de parler. Dans le cas extrême que j'ai eu, le volubile s'est jamais vraiment rendu compte de la situation parce que bon, juste on l'empêchait d'être à côté du maître de jeu pour expliquer ses plans et tout ça. Des bons plans, c'est pas sur sa façon de jouer à lui que je vais revenir, mais sur le fait qu'il phagocytait la communication avec le maître de jeu. Alors qu'à côté de ça, j'avais des joueurs qui ne prenaient pas la parole forcément, par timidité, par éducation, par leur vécu, que sais-je encore. Donc voilà, c'était vraiment cet aspect-là. Donc là, je te rejoins tout à fait. Je te remercie pour ton passage sur les X-Cards. Je suis un anti-X-Card convaincu, mais bon, ça, c'est notre débat. Je me suis fait insulter régulièrement sur Internet à cause de ça. Je pense que dans une partie de jeu de rôle, on est là pour écouter les autres. Et quand tu fais ton travail, voilà, et comme je disais, il y a pour moi le temps de post-briefing où tu écoutes tout le monde. Je ne vais pas faire le même jeu avec un public sensible, et je sais qu'il y a des publics plus sensibles que d'autres. J'ai des jeunes filles qui viennent à ma table pour une fois pour initiation de jeu de rôle. Bon, ben, je ne vais pas leur faire du Stormbringer hardcore avec des démons, des invocations et des éventrations balistiques. Voilà, forcément, je ne sais pas. Je ne sais pas qui ferait ça. Voilà.
Donc, il y avait cet aspect-là, et il y a autre chose que tu avais dit sur lequel je voulais rebondir de façon positive, je te rassure. Bon, ça me revient là. Je vous rends la parole, excusez-moi, je suis intervenu encore très Ars longtemps. Magica, peut-être? Je Ars sais pas. Magica, oui, voilà, un jeu que j'ai vu de loin. J'ai jamais, bon, c'est une occasion manquée en fait. C'est même quand il a été soldé à la fin de Mm. Descartes, je m'étais dit j'achète pas, je sais pas. J'en ai beaucoup entendu parler. Je suis content de voir un maître de jeu qui l'a enfin maîtrisé, parce que pour moi c'était un petit peu une légende urbaine. Un jour, on a vu un maître de jeu qui a maîtrisé Ars Magica. Donc voilà, ça fait partie des petites choses. Un jour, je maîtriserai Jorune aussi. Je ne sais pas si ça te parle, ce jeu. Voilà, de confrère à confrère. C'est dans ma to-do list. Un jour, j'y arriverai. Je vous rends la parole et le micro. Merci de m'avoir laissé digresser autant. Je voulais juste glisser que du coup, il y a une, peut-être pas pour toi, Torquemada, mais il y a une conférence sur la sécurité émotionnelle juste après, de midi à 14h. Voilà, si tu veux venir, Torquemada, tu es le bienvenu euh, à ce sujet-là. Euh, vous vouliez rajouter quelque chose, du coup, je voulais faire cette inclusion. Ben moi, peut-être Élise, Stéphane et John, vous avez aussi un avis sur la question, si vous voulez vous exprimer. Sur qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le jeu de rôle. Vous pouvez ouvrir au micro. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, c'est vrai, quand tu as dit, Torquemada, le placement, en fait, par rapport au MJ, effectivement, j'ai pu constater la même chose. C'est important de regarder les positionnements et de favoriser, en fait, voilà, favoriser tout simplement, compenser quelque part les handicaps ou les difficultés. Et ça peut d'un coup être très révélateur et, euh, et créer une dynamique de dingue dans la partie. Il y a, et je rajouterais d'ailleurs que d'un point de vue professionnel, c'est de plus en plus reconnu que le fait d'être MJ, maître de jeu, eh bien, ça aide dans un métier de l'informatique très particulier, très spécifique, qui est celui de Scrum Master, qui en fait une sorte de MJ, de groupe, d'organisateur, de médiateur au sein d'une équipe informatique qui travaille en agile principalement. Et du coup, s'il y en a qui se sentent l'âme d'un chef d'équipe informatique parmi les MJ qui écoutent cette conférence, n'hésitez pas à vous renseigner sur le métier de Scrum Master. Alors, c'est très demandé, mais j'ai vu qu'il y avait, il y a de plus en plus de rôlistes infiltrés dans la société et c'est très valorisé l'expérience en jeu de rôle. Voilà. Donc il n'y a pas que dans les métiers de l'éducatif où c'est méga utile et où on vous encourage techniquement à rejoindre les rangs de ceux qui se battent pour améliorer les choses dans notre société. Et il ne faut pas croire, c'est vrai que le métier d'éducateur, par exemple, ou d'animateur est assez payé au lance-pierre, mais quand vous êtes intervenant socio-éducatif via du jeu de rôle, et si ma méthode vous intéresse, je peux proposer des formations, il n'y a pas de problème, eh bien, on est plutôt bien payé en fait. Donc ça dépend des lieux et des secteurs. Bien sûr, il faut aller démarcher ces centres et faire prendre conscience qu'il y a un besoin, mais il y a un besoin. Mais c'est plutôt pas mal payé. Donc, comme Scrum Master. Donc peut-être que les rôlistes ont un avenir professionnel dans notre société. Ou même, je dirais pas peut-être, c'est sûr. Hein, mais bon. Ils sont partout. Ça fait longtemps même qu'ils sont partout dans plein de milieux de la société. Avant qu'on pose d'autres questions, du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver plus tard? Est-ce que vous avez un endroit pour faire des week-ends de rôle, de relations organisées ludico-éducatives Éducative, trop cool. Sur Paris, je vais certainement en organiser à partir de l'été prochain. Donc, moi, on peut me contacter de deux manières différentes, soit par Facebook, parce que
N'hésitez pas à m'inviter en ami, à communiquer via Messenger, je suis très réactif. Ou par le biais de la FEDGN. Donc, c'est une fédération dans laquelle je m'investis beaucoup. Parce que justement, il y a des luttes similaires. De toute façon, on est partenaire avec la FFJDR qui organise Relevant. Il y a des luttes similaires sur nos communautés, que ce soit justement en matière de sécurité émotionnelle ou on va dire qu'il y a des prises de conscience au niveau sociétal, au niveau écologique, qui passent beaucoup par nos médias. C'est important. Les relations entre les sexes aussi. Là, on milite, moi de mon côté, je milite beaucoup pour l'éducation populaire, c'est-à-dire, vous l'aurez compris, hein, l'intervention auprès de jeunes en difficulté, mais de manière assez large, parce que un jeune, ça peut dire moins de 30 ans hein, aujourd'hui, en fait. Ensuite, oui, je m'investis aussi pour qu'il y ait plus de féminisation au sein de ma fédération, au moins dans les hautes instances et dans les statuts. Voilà. Donc, on fait des événements dans ce sens-là. Il y a peut-être un événement qui va naître fin mars, début avril sur Paris, des Géniales, qui serait l'occasion donc de se réunir et de faire plein de trucs. On va voir si on arrive à mettre tout ça en place. Et sinon, voilà, Facebook, Messenger, n'hésitez pas. Christine? Alors moi, oui, je suis présente sur les réseaux sociaux, aussi LinkedIn. Qu'on n'a pas encore cité. Et j'ai mon site, Égalité, Diversité, Inclusion, qui s'appelle proegal.fr. Il y a aussi une messagerie par laquelle vous pouvez me contacter. J'ai aussi mon site de photos, si vous voulez voir. Bon, j'ai quand même une dominante sur les problématiques sociétales, mais pas que, quand même. Voilà, je m'intéresse à pas mal de choses. C'est christinecalec.fr. Voilà, et puis vous pouvez me contacter. Moi, je peux effectivement, avec Proegal, je peux intervenir. Soit ça peut être dans des entreprises, des écoles, mais aussi ça peut être dans des centres sociaux, par exemple aussi par des expositions photos, donc sur les stéréotypes de genre. Là, moi, c'était ma dernière, c'était cet été à Limoges. Alors, c'était pas dans un centre social, mais dans un centre d'exposition, et ça a bien marché, plus de 850. Moi, j'étais content. Bon, je n'étais pas là tout le temps, mais quand il y avait des familles qui venaient, voilà, c'était l'occasion de un peu de casser les stéréotypes. Et voilà. Ah bah, merci. Non, je vois que Guillaume a mis son. Je suppose que c'est son lien Facebook. Enfin, son. Affirmatif. Voilà, c'est ça. Je vais mettre le lien de Proegal, j'espère que je ne me trompe pas. Ouais, j'allais l'écrire, ouais, mais voilà. c'est ça. Super. Et est-ce que vous, du coup, il y avait des thématiques que vous vouliez, enfin des choses qu'on n'aurait pas abordées ou non? Ça vous revient pas comme ça, là, quelque chose, vous diriez, ah, mais en fait. Moi, je pense qu'on a fait un bon tour. Moi, j'en garde un peu sous le coude pour identité de genre et inclusion ce soir, à 10h du soir, pour ceux qui ne sont pas en train de jouer ce soir. Il y a une thématique qu'on n'a pas abordée. On n'a pas dit à tous ceux qui peuvent entendre ça que Relevant, c'est aussi l'occasion de soutenir des associations avec des dons, pour pouvoir justement intervenir auprès de publics en difficulté. Donc, ne pas hésiter à faire des dons. Ça, on a oublié de le dire. Oh, je crois que tu l'avais dit au début, mais je pense que c'est bien de le dire à la fin. Et ben voilà, exactement. Et moi, j'avais quand même une dernière question, du coup. Et là, je profite parce que je vois qu'il y en a qui veulent garder le secret de leurs interventions pour ce soir. On voit les conférences privilégiées. Je voulais. Est-ce que justement, parce que Torquemada l'a un peu évoqué tout à l'heure sur la question du placement autour de la table, est-ce que vous qui faites beaucoup de formations, qui faites beaucoup d'accompagnement, est-ce que justement vous avez des techniques secrètes sur le fait de bien accompagner les gens à l'oral, à la prise de parole, au renforcement de la confiance, etc. Un petit peu plus éloigné de la thématique de la violence, mais celle de la mise en confiance me paraît au moins essentielle.
moi, ce que je peux dire, c'est que en fait, la première fois que, bon, là, il y a plus de, je sais même plus. Première fois, moi, que j'ai eu un contact avec le théâtre d'improvisation, c'était dans une formation professionnelle où c'était formation à prise de parole. Et c'est un des jours de ma vie où je me suis le plus marrée. Et j'ai trouvé ça génial. Donc après, je suis commencé à aller voir des spectacles d'impro. Et après, je me suis dit, bah, je vais intégrer une troupe d'impro. Donc vraiment, les méthodes qu'il y a dans les troupes d'improvisation et dans le théâtre, ça permet vraiment aux timides de voilà, vraiment de prendre confiance en soi et de s'exprimer. Donc moi, je suis très méthode théâtre d'impro. Je peux dire, ouais. Vas-y. Alors, il y a une de mes deux équipes qui est ouverte aux débutants. Elle est dans le 20e. On n'a pas beaucoup de séances, mais la prochaine, elle est dimanche prochain, le 21. Et ça s'appelle, vous pouvez aller voir, la troupe, c'est les Félins de la Falaine. Alors, je crois qu'ils n'ont pas mis à site le jour, mais après, vous pouvez contacter, c'est sûr. Il y a toute une journée d'impro où vous pourrez tous les débutants, puis bon, si vous avez déjà fait du jeu de rôle, vous ne serez pas trop débutant. Enfin, tous les nouveaux sont acceptés. C'est cool. Les Félins de la Falaine. Voilà, il va trop vite. Il est Vas-y, trop à fort, toi, cet Guillaume. animateur de séance. Oui, alors, bon, j'utilise un petit peu de la programmation neurolinguistique, donc de la PNL, dans ma pratique. Donc, ça va plutôt être de l'ordre des... Mais après, c'est des techniques qui existent dans tout le champ de la psychologie, en fait. Qui vont être de l'ordre de l'ancrage ou des gestes, en fait, qui vont tout simplement faciliter l'expression et légitimer, en fait. Je pense que l'une des difficultés qu'il peut y avoir dans la timidité ou le regard l'affrontement du regard de l'autre, parce que souvent c'est ça qui empêche l'expression au sein de parties ou dans le quotidien, c'est le manque de légitimité. Ça en fait partie. Et du coup, le manque d'estime de soi et tout. Et donc, pour renforcer tout ça, il est toujours bon de faire un geste vers la personne pour lui donner la parole, par exemple, ou de la regarder, tout simplement, et de l'encourager juste par un signe de tête. Des petits gestes comme ça, très simples, peuvent être suffisants, dans la plupart des cas, on va dire, pour commencer à mettre vraiment une bonne ambiance et libérer la parole. Bon. Disons que si on devait partir sur des petites techniques et trucs et astuces de base, on peut commencer par explorer dans cette direction-là. Si je peux rajouter quelque chose, ça, effectivement, c'est avant que Et ensuite, on ne l'a pas dit, parce que tellement ça me paraissait évident, mais tous les gens qui font le jeu de rôle ou les scénettes, c'est de les remercier, de leur dire bravo, félicitations, hein, que ce soit, par exemple, moi, de jouer le rôle du bad guy. Justement, j'en ai un sur le bad guy, et c'est deux bad guys à un conseil d'administration qui coupe la parole tout le temps à la nouvelle femme et qui lui demande d'aller chercher le café. Donc voilà, donc enfin que ça soit ce rôle ou l'autre, hein, c'est pas forcément hyper simple. Donc vraiment, c'est de dire merci, bravo, féliciter, et quel que soit, voilà, même si entre guillemets après il y a du travail. De toute façon, le fait, il vaut mieux fait que parfait. Donc ceux qui font, ceux qui osent, c'est bien. Et effectivement, tous les petits tips de Guillaume pour les aider à oser, quoi. Grave. Ouais, l'encouragement. Torquemada, oui. Désolé, je me déballe avec la technique. Sur la table, alors je vais parler de mes méthodes à moi. Je ne sais pas du tout si elles rentrent dans le cadre de vos activités, mais je sais que j'ai souvent ritualisé le temps de parole justement pour lutter contre le volubile par rapport au timide. Donc ça peut être soit avec, bon, il y a le placement déjà, donc casser la distance. Ça peut être aussi dans les tours, on jette un jet d'initiative
doit aider. Encore une fois, chacun garde son chiffre et du coup, chacun son temps de parole. Alors, généralement, je ne mets pas de limite au temps de parole. Par contre, je veux pas que la personne qui a du mal à s'exprimer se dise, oh là là, ça fait déjà 10 secondes que j'ai rien dit, mon Dieu, voilà, et puis j'empêche les autres de parler. Donc voilà, c'est jusqu'à ce que ça exprime, quitte à être proactif en disant, mais bon, du coup, qu'est-ce que tu fais quelle serait ta réaction à ce moment-là? Et bon, généralement, ça se déclenche assez vite. Hein. Je veux dire, j'ai pas des timides maladifs non plus. Et après aussi, pour éviter les trop grosses digressions pendant la partie, on avait instauré, alors ça, je ne sais pas si c'est en rapport avec ce que vous faites, ce qu'on appelait le totem de la honte. En gros, une peluche de mes gamins à celui qui faisait des blagues qui étaient complètement hors jeu, quoi, pour essayer de rester un petit peu dans le contexte. Voilà. Donc, il était obligé de la porter pendant 10 minutes. Et je vous promets qu'au bout de 3 fois, on restait dans le cadre de la partie. Voilà. Donc, ça, c'est pour les petits rituels que j'ai à ma table. Ça dépend du public. Je ne les fais pas tout le temps non plus. Ça dépend, je connais un peu mes profils de joueurs. Des fois, je les mets en place. Des fois, j'ai des joueurs très disciplinés. On n'a pas du tout à le faire. Et puis, des fois, bon, j'ai des vieux briscards de mon âge et il faut un petit peu les cadrer, quoi. Voilà. Je vous rends la parole. Non, mais après, oui, ça me fait penser à d'autres exercices. Je dis vraiment, les exercices d'impro, c'est top pour ça, qu'on peut utiliser. Moi, j'utilise beaucoup l'exercice du conte. Donc, chacun a droit à une phrase. Et on commence par il était une fois. Il y a les mécaniques du conte. Et l'idée, effectivement, et tu t'aperçois qu'il y en a, ils font à peine 2 mots et d'autres, ils veulent faire 2 phrases. Voilà. Après, c'est vrai que sur les temps de parole, à part, j'ai quelques idées de personnes qui d'ailleurs étaient des hommes, hein, désolé, mais qui vraiment monopolisaient la parole, mais c'était tellement flagrant que tout le monde s'en apercevait. Après, parfois, à titre professionnel, j'ai animé des conférences et là, moi, je suis la gardienne des timekeeper et donc je fais vachement attention au temps de parole pour qu'il soit équilibré. Après, en jeu de rôle, bah voilà, il y a certains rôles qui peuvent amener à avoir un peu plus de temps de parole, mais sinon en exercice d'impro, donc il y a cet exercice du compte. Et le jeu des statuts, c'est-à-dire tu vas tirer un numéro, si tu es numéro à... Alors, je ne sais plus dans quel sens on le fait, mais ça revient au même. Si tu es numéro 1, tu as le statut le plus important. Numéro 10, tu as le moins important. Et bah, il y a toute une scène, par exemple, ça peut être un pique-nique où tout le monde doit interagir en fonction de son statut. Et si tu fais exprès de donner le statut le moins important à celui qui est un peu trop volubile, ça doit bien marcher. Mais sinon, ça peut être aussi avec justement d'autres visées, ce jeu, parce que c'est aussi sur les rapports de domination et tout. Donc, il peut aussi avoir une visée sociétale. Eh ben, merci, du coup. Avec plaisir. C'était très enrichissant. Je suis très content d'avoir pu discuter avec Christine ainsi qu'avec Torquemada. C'était très agréable. Eh oui, merci à eux, même si je crois que Torquemada a eu avoir un souci puisqu'il a Ah oui. déconnecté Ah d'un oui. coup. Mm. Et puis, merci à vous d'être intervenus. Mais du coup, on finit quelques minutes en avance, ça vous pose pas de problème? Non? Moi, c'est Ouais, très bien. non. Ok. Je Très vais bien. quand même remercier, effectivement, te remercier, Ah ben, remercier la FFJD et Diane Desposito qui m'a invité sur cette conférence, Guillaume, Torquemada et Élise, John et Stéphane. C'était un moment, je pense, à la fois chaleureux et intéressant, instructif. tout à fait. Et c'était là où normalement je faisais les associations, mais Guillaume a déjà fait tout le travail tout à l'heure, donc je ne vais pas répéter encore. Tu peux remettre une couche, on sait jamais, hein, sur l'enregistrement. Peut-être que les gens ils vont arriver que sur la fin. Oui, il y a peu de chance, mais effectivement, le Roll Event, c'était donc l'occasion de dons aux associations. Et même si lorsque vous écouterez ce replay, le Roll Event sera terminé, que ça ne vous empêche pas de donner aux associations, parce que c'est quand même une grande richesse. Et après, ça permet aux associations éventuellement d'embaucher Guillaume et Christine pour favoriser l'inclusivité.